Donc, je vous propose d'ouvrir cette séquence. Donc, je suis Brigitte Rosado. Je vais donc vous présenter assez rapidement un certain nombre d'informations concernant le statut du bénévole et ses droits et ses devoirs, enfin, un certain nombre de choses que vous devez savoir, qu'on va pouvoir compléter ou pas. Donc, je voudrais quand même vous rappeler que les bénévoles en France et chez vous représentent globalement 17 millions de bénévoles qui sont âgés de plus de 18 ans. Et ça représente 32% des Français. Donc, c'est quelque chose qui, en France, ne doit absolument pas être ignoré et au contraire valorisé. Ces bénévoles, globalement, sont répartis, donc vous voyez le tableau de présentation, sont bien entendu dominants chez les 65 ans et plus, puisque ce sont des personnes à la retraite, mais également, on constate la présence de bénévoles dans les 18-24 ans, alors que souvent, nous entendons que les jeunes ne s'impliquent pas dans les associations. Et puis, comme logiquement, on constate que la présence la moins importante porte entre les 25 et 49 ans, c'est-à-dire globalement concernant des personnes qui travaillent, donc qui ont beaucoup moins de temps à consacrer à des activités extérieures et donc bénévoles. Alors, un bénévole, c'est avant tout un membre de l'association tel qu'il est défini dans les statuts de l'association, c'est-à-dire qu'un bénévole, avant tout, doit être un membre. Et pour être un membre, il verse une cotisation annuelle. S'il ne verse pas de cotisation annuelle, il n'appartient pas, il ne fait pas partie de l'association. Et si on fait appel à des bénévoles qui ne font pas partie de l'association, on peut rencontrer des risques, en particulier de couverture d'assurance, puisque ces personnes n'étant pas repérées dans l'association, eh bien, ils ne sont pas couverts en cas de difficulté. Donc, c'est pour ça que c'est une fonction qui est vraiment très importante. Et cette notion d'adhésion est également très importante. Un bénévole qui n'est pas adhérent de l'association ne peut pas être appelé bénévole. D'autant plus que dans les associations, on va repérer éventuellement si certains bénévoles ne correspondraient pas à des rémunérations cachées. Donc, des personnes qui n'interviennent pas et qui ne sont pas fléchées dans une catégorie de personnes de l'association, ça peut poser problème. Les particularités d'un bénévole, c'est qu'il donne volontairement de son temps pour l'association, alors soit régulièrement, soit ponctuellement. Donc, c'est aussi important, lorsque l'on accueille un adhérent, de lui poser les questions justement sur est-ce qu'il envisage de donner du temps à l'association, est-ce que ça peut être ponctuellement, est-ce que ça peut être régulièrement, est-ce qu'il aurait des compétences. Donc, c'est important de mieux le connaître. Depuis 2000, le temps des bénévoles est valorisé dans les comptes des associations, sauf celui du président, celui du trésorier, celui du secrétaire. Et cette valorisation du temps est comptabilisée dans une rubrique du compte de résultat qui s'appelle « Contribution en nature ». Et cette valorisation, elle est importante à double titre. D'abord, elle reconnaît le travail des bénévoles et leur investissement, elle le reconnaît officiellement, alors que ce sont des personnes qui sont peut-être invisibles pour l'extérieur, mais également, ça permet de matérialiser une forme d'autofinancement étant comme un investissement de l'association. Et donc ça, c'est important, en particulier au regard des partenaires financiers de l'association. Dans le cadre de sa participation à l'association, un bénévole peut se voir rembourser des frais sur justificatif. Donc, on peut lui rembourser des achats s'il présente une facture, on peut lui rembourser un billet de train, un billet d'avion, à condition que, bien entendu, ces dépenses soient justifiées par une convocation, par une demande de l'association. On peut lui rembourser des indemnités kilométriques au taux de, vous voyez, 0,315 € par kilomètre, et pour les deux roues, 0,123 € par kilomètre, à la condition qu'il produise un justificatif de son déplacement. Une convocation à une réunion, une convocation à une assemblée, demander de représenter l'association quelque part, etc., etc. Si on n'a pas ce justificatif, les indemnités risquent d'être rejetées par un contrôleur ou autre.
Donc, si on utilise un véhicule personnel, dans le cadre de l'association, il faut faire attention à la couverture d'assurance. Parce que, par exemple, je suis dans un club sportif ou dans une association de loisirs. On a prévu donc d'emmener les enfants, voilà, sur un autre lieu, et les parents se proposent pour emmener les enfants. Il faut faire attention, parce que quand les parents se proposent d'emmener les enfants, ils ne seront pas couverts par une quelconque assurance en cas d'accident. Donc, c'est pour ça que certaines assureurs, tels que la Maïf, ont créé quelque chose qu'on appelle l'automission pour couvrir les dommages, mais également la responsabilité civile de l'association si, en cas d'accident, et enfin en cas de problème, mais au moins ça permet de couvrir n'importe quelle situation au sein de notre association. Donc ça, c'est important et c'est effectivement une gestion lourde, mais c'est obligatoire. Toute association peut également remettre à ses bénévoles des titres restaurants après en avoir adopté le principe en délibération. Alors, la particularité du titre restaurant, bien sûr, ça ressemble à celui que l'on connaît pour le ticket restaurant d'entreprise, d'accord, mais c'est décidé par l'association et validé en assemblée générale. Et le montant de ce titre restaurant est entièrement financé par l'association, premièrement, et alors que dans l'entreprise, on a une part qui est prise par l'employeur et l'autre prise par le salarié. Et l'association doit tenir à jour la liste des bénéficiaires des titres restaurants en indiquant les montants et le nombre de tickets par bénéficiaire. Le titre restaurant va permettre de payer tout ou partie du prix des repas qui sont consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur. Un même titre ne peut pas être utilisé pour payer tout ou partie d'un seul repas. Et un repas ne peut pas être payé en fait par plusieurs titres restaurants. Donc, on n'en a qu'un titre par repas et on doit compléter le règlement. Il est nominatif et il ne peut être utilisé que par le bénévole auquel l'association l'a remis. Et ce titre n'est pas utilisable le dimanche et les jours fériés. Toutefois, l'association peut imposer une mission contraire sur les titres restaurants pour les bénévoles qui œuvrent ces jours-là. C'est très fréquent donc dans les associations d'être présents sur le terrain le samedi et le dimanche. Et contrairement au titre restaurant des salariés, ce titre restaurant du bénévole ne permet pas d'acheter des denrées dans les commerces, ce qui est le cas aujourd'hui pour les autres tickets restaurants des entreprises. Il existe 4 organismes qui s'occupent des titres restaurants pour les associations. Donc, je vous ai mis donc ces organismes et il suffit de les contacter et eux, ils connaissent le système, ils pourront vous expliquer très concrètement comment ils peuvent travailler avec vos associations. Et ce titre restaurant présente un coût pour l'association que l'on décompose en 3 parties. Le titre restaurant, et vous voyez, je vous ai mis tout en bas, que le montant maximum du titre repas est de 6,70 €. C'est pour ça qu'on a expliqué précédemment que ça ne paye que tout ou partie d'un repas. Donc, c'est ce coût-là. Il y a le coût de la prestation de service. Alors, c'est un pourcentage entre, il me semble, 2 ou 3% du total de la commande qui est faite aux fournisseurs et bien entendu les frais d'expédition. Et donc, la contribution de l'association au financement des titres restaurants du bénévole est exonérée de toute charge fiscale et sociale. Voilà, donc ça, c'est à mon avis quelque chose d'intéressant pour mobiliser donc les bénévoles, parce qu'aujourd'hui, un bénévole, il veut bien donner de son temps, mais il ne veut pas donner de son argent. Voilà. Et c'est quelque chose qui peut être intéressant pour l'association. Donc, est-ce que vous avez des questions pour ceux qui sont arrivés? Et sinon, je vais passer le relais. Oui, madame, mettez votre micro. Ah. Mettez votre micro. Le micro. Le micro. Bon, tant pis. Allez, je vais donner la parole au suivant. Donc, je ne sais plus qui doit prendre le relais.
et je enlève le partage écran. C'est moi qui prends le relais, Brigitte. Oui, très bien. Merci. Ah. Voilà. Alors, avez-vous bien à l'écran le diaporama sur la formation des bénévoles? Oui. Très bien. Donc, Cécile Renaud-Turuti, je suis déléguée territoriale à la vie associative en Martinique et je suis donc à la DJSCS où nous avons un programme de formation des bénévoles qui s'appelle le Fonds de développement à la vie associative pour les bénévoles. Le FDVA, donc c'est son acronyme, Fonds de développement à la vie associative, est une aide à la formation des bénévoles qui sont les plus impliqués dans votre projet associatif. Donc, bien entendu, son objectif va être de faire monter en compétence vos bénévoles pour que vos associations soient plus qualitativement opérationnelles. Ça a aussi pour objectif de pérenniser un peu le bénévolat au sein de vos associations et d'aider dans la prise de responsabilité des bénévoles au quotidien. Il s'adresse donc essentiellement aux bénévoles réguliers qui sont adhérents de votre association. Donc, ça va être les bénévoles qui sont les plus impliqués et qui vont être en passe d'exercer plutôt des responsabilités ou alors, responsabilité, on n'est pas que sur la responsabilité dirigeante. Quand on parle de responsabilité, ça peut être la responsabilité aussi d'un domaine d'action, ça peut être des choses de cet ordre-là. On n'est pas que sur la responsabilité au sens conseiller d'administration ou bureau. On a deux types de formations qui sont éligibles à ce programme. Les formations qui sont dites spécifiques, donc qui sont plutôt tournées vers le projet associatif même de votre structure et qui sont en lien avec ses activités propres. Je prends pour exemple une association qui fait de l'accompagnement de l'écoute, par exemple, au niveau associatif de personnes qui sont en situation de fragilité. On peut avoir comme type de formation spécifique une aide à l'écoute active. Donc voilà, c'est vraiment en lien direct avec mon projet associatif. On a d'autres types de formations possibles, c'est ce qu'on appelle les formations techniques qui, elles, sont plutôt des formations à caractère transversal et qui peuvent être transférables dans n'importe quelle association. Et là, on est plutôt sur des formats de type fonctionnement comme la communication, la comptabilité, la responsabilité associative, la gestion associative et qui, là, sont des domaines d'action beaucoup plus larges. On a après, à l'intérieur aussi, deux niveaux de maîtrise. On peut être sur des formations courtes qui vont durer entre une demi-journée et 2 jours, qui sont plutôt d'un cadre de l'initiation. Et on va avoir des journées plus longues, enfin des formations plus longues, qui vont être entre une demi-journée et 5 jours maximum, et qui vont être plutôt dans le cadre de l'approfondissement. Donc, soit on a une formation technique ou spécifique. Et après, on a deux niveaux de maîtrise qui sont ou l'initiation ou l'approfondissement. Bien entendu, tout n'est pas éligible. Donc, les formations à caractère individuel ne sont absolument pas éligibles du tout à ce type de formation. Les réunions des instances statutaires ou bien les réunions qui sont de l'ordre de tout ce qui est action traditionnelle de l'association n'ont pas non plus vocation à être financées par le FDVA. Les formations, qui s'adressent exclusivement ou principalement à des bénévoles d'autres associations ne sont pas non plus éligibles, sauf si nous, on vous en donne l'autorisation. Parce que des fois, on a des associations qui se portent garantes parce qu'elles elles sentent bien au sein de leur territoire qu'il y a un besoin et elles ne sont pas, elles, en capacité d'avoir la jauge suffisante toutes seules pour pouvoir faire une action de formation. Donc, elles vont aller chercher d'autres bénévoles autour d'elles
dans ou dans leur thématique ou bien dans leur zone géographique. Et dans ces cas-là, on autorise spécifiquement ce type de formation pour atteindre la jauge de 12 participants minimum. Les actions de formation visant à la promotion elle-même de l'association, bien sûr, ne sont pas non plus entendables. Les demandes de bourse de formation, puisque ça rejoint le caractère individuel, et les associations sportives ne sont toujours pas éligibles au FDVA formation des bénévoles, parce que traditionnellement, il y avait le CNDS qui pouvait permettre le financement de formation dans ce cas spécifique. On sait que ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui, mais à ce jour, la direction des sports n'a pas encore validé une enveloppe financière pour permettre l'entrée des associations sportives en tant que telles dans ce cadre-là. Les actions de formation proposées aux bénévoles doivent être en principe gratuites. Alors, le principe gratuit, ça veut dire qu'on autorise un coût minimum qui est de l'ordre des frais si vous mettez un repas par exemple, ou s'il y a des frais documentaires, on autorise à ce qu'il y ait un petit coût de formation, mais de participation à la formation, mais la formation elle-même doit être gratuite puisqu'elle est essentiellement financée par le FDVA. La base maximale de la journée de formation, elle est de 700 €. Ça veut dire qu'au maximum, pour une formation de 5 jours, vous pourrez avoir une aide de 3 500 €. La seule différence, c'est qu'on vous dit que c'est une base maximum parce que, en fonction du nombre, la commission du FDVA peut prendre la décision de baisser ce plafond de manière à pouvoir offrir plus de formations. Les sources de financement doivent être complémentaires, on ne finance jamais non plus à 100%. Il y aura un écrêtage à 80% du coût total de la formation sur les aides publiques, mais vous pouvez avoir d'autres types d'accompagnement financier complémentaires qui seront à rechercher. Le calendrier, le FDVA formation des bénévoles est en général diffusé en début d'année. Donc, ce sera certainement en janvier ou en février. Nous passons toutes nos demandes de subvention au niveau de la DJSCS par le biais du compte association. Donc, c'est un compte c'est une plateforme numérique. Si vous allez sur le stand de la DJSCS, vous aurez la vidéo qui vous explique comment créer votre compte association. Et pour plus d'informations, je vous invite toujours à aller sur le site internet de la DJSCS Martinique pour pouvoir avoir les informations d'actualité et puis avoir le guide complémentaire sur ce domaine. Voilà, mes coordonnées, je les laisse un peu à l'écran, mais de toute façon, je vous rappelle que les vidéos seront podcastées, donc vous aurez tout l'occasion de revenir dessus au besoin la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect-là ? Non, pas de questions. Je cherche ma caméra pour pouvoir enlever le partage d'écran. Et je reviens sur un autre partage d'écran. Non, je ne vais pas faire tout de suite le compte engagement citoyen. Je vais laisser la parole aux OPCO et au CFGA. Est-ce que quelqu'un de l'OPCO veut intervenir pour expliquer que vous faites aussi des accompagnements sur la formation des bénévoles? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Fabien L'Aquitaine de l'OPCO Uniformation. Oui, on vous entend, il n'y a pas de souci. Je vous laisse la parole. Je suis là et puis je sais qu'il y a normalement l'OPCO AFDAS. Alors, je ne sais pas s'ils sont présents actuellement. Mais sinon, je peux démarrer. J'ai juste un partage d'écran à faire et puis à ce moment-là, je peux me lancer. Allez-y. Alors, j'espère que c'est visible pour tout le monde. Oui, alors, ce qu'on voulait effectivement apporter comme information sur ce temps
de présentation, c'est notamment sur les possibilités de prise en charge qui sont possibles au niveau des OPCO de manière générale, hein, et plus précisément sur l'OPCO Uniformation, puisque vous n'êtes pas sans le savoir que Uniformation est l'OPCO de la cohésion sociale, c'est-à-dire que nous sommes opérateurs de compétences sur le champ de la cohésion sociale qui va couvrir un certain nombre de structures, en tout cas un certain nombre de branches professionnelles. Parmi celles-ci, on va retrouver notamment, j'ai envie de dire, pratiquement la majorité des structures qui sont justement dans le champ associatif, et notamment avec certaines branches comme l'animation, l'aide à domicile, les ALISFA, les acteurs du lien social et familial, donc qui représentent aujourd'hui la grosse part de nos adhérents. Sur les missions de l'OPCO, juste rappeler aujourd'hui ce que nous sommes effectivement, notre périmètre d'intervention. On a eu l'occasion, je pense, de l'évoquer sur l'intervention de hier en fin de matinée, mais l'OPCO intervient sur plusieurs champs, hein. On est à la fois sur le financement du volet alternance, puisque la réforme de 2018 a élargi notre champ de compétences. On est aussi sur une mission de proximité auprès justement des structures. Alors ici, on parle de TPE et de PME, mais dans le champ associatif, on sait que notamment sur les Antilles-Guyane, on est sur un volet de structures, de très petites structures. Donc, on les accompagne au plus près du territoire, hein, avec des délégations qui sont basées en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et sur La Réunion. On fait aussi de l'appui technique aux branches professionnelles, justement, pour pouvoir les accompagner au mieux sur tout ce qui va notamment concerner les certifications, notamment. Et puis aujourd'hui, ce qu'on faisait aussi précédemment, c'est surtout ce qui va concerner la formation de manière générale, notamment sur les nouvelles modalités qu'on peut connaître aujourd'hui, que sont la FOAD, notamment la formation à distance, et puis nouveau dispositif aussi dont vous avez peut-être entendu parler, qui est la FEST, la formation en situation de travail. Au niveau de l'OPCO, comment ça fonctionne? En fait, pour l'adhésion à l'OPCO se fait via une cotisation patronale qui est obligatoire, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'association a recruté au moins un salarié, que ce soit en contrat d'alternance ou en contrat classique, effectivement, il a une obligation de verser une cotisation patronale. Et cette cotisation patronale, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'OPCO qui la gère, à savoir qu'à partir de 2022, elle sera gérée par les URSSAF, puisque effectivement, la réforme aussi de 2018 a notamment mis cet aspect en avant qui a été décalé d'un an, puisque c'était prévu pour 2021, mais ça a été décalé à 2022. Financement des projets de formation, donc on va effectivement s'appuyer sur ce qu'on appelle des fonds mutualisés. Alors, fonds mutualisés dans le sens qu'effectivement, nous collectons l'ensemble des fonds qui sont versés par les différents employeurs. Et ces fonds sont justement mutualisés pour pouvoir financer le plus grand nombre et notamment porter ce financement auprès de ceux qui ont le plus besoin. Et on sait que c'est notamment les petites structures, donc c'est-à-dire les structures de moins de 11 salariés qui peuvent en avoir le plus besoin. Les publics éligibles, donc on est à la fois sur des formations qui vont concerner les salariés classiques, hein, qu'ils soient en contrat CDD ou contrat CDI, les salariés qui sont en contrat aidé, notamment les adultes relais qu'on peut retrouver dans certaines associations. Mais vous voyez aussi, ça va concerner les dirigeants bénévoles. Donc, il faut savoir aujourd'hui que l'offre de formation, dans certaines conditions, peut être ouverte aux dirigeants bénévoles. Sur la contribution professionnelle, juste rappeler effectivement que si elle n'est pas versée, forcément, ça peut ça peut effectivement prêter à ce qu'il y ait des versements qui soient doublés par le Trésor public. Je passe très rapidement sur cette info-là, c'est juste pour dire qu'effectivement, on parle vraiment d'une contribution obligatoire. Au niveau de cette contribution, en fait, on se base sur un pourcentage de la masse salariale, donc qui va osciller entre 0,55 et 1%. Ça va dépendre effectivement de l'effectif de la structure, avec éventuellement ce qu'on appelle un taux conventionnel qui peut s'appliquer en fonction de la convention collective auquel l'association peut être rattachée par rapport à son activité. La demande d'adhésion aujourd'hui se fait en ligne, hein, puisque vous avez un site dédié pour cela, le www.uniformation.fr, et vous avez une rubrique entreprise sur laquelle vous pouvez retrouver les informations concernant notamment la demande d'adhésion avec des onglets à renseigner qui vous permettent de pouvoir générer une adhésion avec un numéro d'ICOM qu'on vous crée et qui vous permettra par la suite de pouvoir interagir avec nous lors de vos différentes démarches. Au niveau d'uniformation et notamment sur la question
de la collecte et des modalités de financement. Donc, je l'ai rappelé, hein, les formations sont avant tout destinées aux salariés qui sont en contrat à durée déterminée ou indéterminée. On a vu que c'est aussi ouvert aux dirigeants bénévoles. Quand je parlais de fonds mutualisés, il faut savoir qu'effectivement, pour 1 € versé, une association peut effectivement se faire financer jusqu'à 5, voire 10 fois le montant qui a été versé par l'association, puisque les fonds mutualisés permettent justement de pouvoir engranger un maximum de possibilités de financement de formation. Puisque là, pour prendre l'exemple de la Martinique, en 2018, on avait collecté 2 millions d'euros sur la formation professionnelle, et vous voyez qu'il y a 3 millions, un peu plus de 3 millions qui ont été engagés au niveau de la formation. Ce qui veut dire que schématiquement, on engage beaucoup plus de fonds que ce qui est collecté au niveau du territoire de la Martinique, mais c'est justement parce qu'on bénéficie de fonds mutualisés au niveau national. Sur la question de la formation professionnelle, on fait souvent référence au niveau du tissu associatif et notamment de l'entreprise de manière générale au plan de développement de compétences qu'on appelait historiquement le plan de formation, qui va permettre notamment à la structure de pouvoir identifier les actions de formation qui vont être prioritaires pour développer les compétences des différents collaborateurs, qui peuvent être à la fois les salariés et à la fois les dirigeants bénévoles. Alors, sur la question des salariés, on a mentionné en rouge effectivement le fait que sur les actions de formation qui pourraient être mobilisées dans le cadre du financement du plan de développement de compétences, il faut que ces actions de formation soient comprises dans les dates de contrat, notamment dans le tissu associatif. On fait souvent appel à des contrats aidés. Il faut savoir qu'effectivement, la question de la formation doit rentrer dans le cadre du parcours. Il ne doit pas dépasser la date de fin de contrat. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur cette slide. On a juste laissé cela peut-être pour les personnes qui voudront consulter par la suite le support qu'on laissera à votre disposition. C'est notamment les différents dispositifs qui peuvent être mobilisables par l'entreprise, que ce soit en amont, pendant ou en sortie de parcours par rapport aux collaborateurs qui pourraient être recrutés. Je vais peut-être très rapidement citer quelques dispositifs qui sont peut-être aujourd'hui connus des uns et des autres. En amont, vous avez notamment certains dispositifs qui sont portés par le Pôle emploi, comme les préparations opérationnelles à l'emploi, ce qu'on appelle les POE. Donc, vous avez les POE 8 qui vont concerner les préparatoires opérationnels à l'emploi en individuel, et vous avez aussi les POEC qui peuvent concerner des recrutements collectifs. Durant le contrat, vous avez notamment, on a parlé du plan de développement de compétences, on n'a pas évoqué la PROA, qui est un autre dispositif qui permet notamment de pouvoir former les collaborateurs pendant leur parcours au sein de l'entreprise. Vous avez retrouvé d'autres dispositifs comme le CPF de transition, qui là va plutôt concerner les salariés qui sont en CDI. Et puis en sortie de formation, en sortie de parcours, notamment pour les personnes qui sont en contrat à durée indéterminée, autant pour moi, vous pouvez retrouver notamment le CPF de transition pour les CDD. Au niveau de l'offre de services d'uniformation, et c'est peut-être là où ça va être intéressant au niveau des dirigeants bénévoles et des salariés, c'est que nous, au niveau de l'offre de services, on va proposer plusieurs aspects, notamment sur le conseil RH, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, les structures ont besoin de se faire accompagner sur tout ce qui va concerner les ressources humaines. Donc là-dessus, vous avez un service conseil RH qui est proposé par Uniformation, qui va se décliner sur différentes modalités, notamment le Zoom RH, qui est un dispositif qui permet notamment de se faire accompagner par un consultant au sein de l'association. Vous allez retrouver des temps d'information, puisqu'on travaille en partenariat avec différents opérateurs du territoire. J'aurai l'occasion d'expliciter cela un petit peu après. Sur le développement et le financement de la formation, on a parlé assez rapidement là du plan de développement de compétences, mais il faut savoir qu'il existe d'autres lignes budgétaires qui permettent de pouvoir financer les actions de formation pour les salariés, mais aussi pour les dirigeants bénévoles. Et puis sur la question de l'alternance, comme je l'expliquais, ces nouvelles prérogatives que nous avons, là aussi, on a mis en place un certain nombre de dispositifs qui permettent justement de pouvoir accompagner les structures sur leur politique de recrutement et favoriser la politique de recrutement en alternance au sein de ces structures associatives notamment. Sur la gestion des dossiers administratifs, là aussi, c'est historiquement un accompagnement que nous faisons, puisque nous soutenons aussi les associations sur tout ce qui va concerner la gestion des dossiers administratifs, notamment sur la question du financement et du paiement de la formation. Je vous ai mis
l'offre de formation clé en main, puisqu'il faut savoir que chaque année, Uniformation met en place un catalogue transversal sur toutes ces régions, dont notamment la Martinique, pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Et pour 2021, vous avez un listing des actions de formation qui seront portées à la fois pour les salariés, mais aussi pour les dirigeants bénévoles, c'est-à-dire que toutes les thématiques que vous voyez ici pourront être accessibles pour les dirigeants bénévoles dont les structures sont adhérentes à Uniformation. Je ne vais pas toutes les citer, mais vous voyez notamment, peut-être ça fera le lien avec ce que M. Conto expliquera par la suite, sur le CFGA, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le catalogue transversal, on propose une formation qui s'appelle « Optimiser la gestion financière des petites associations, base de la comptabilité », qui fait le lien avec la possibilité par la suite pour les personnes qui auraient passé cette formation de pouvoir valider le CFGA. Vous avez notamment des formations qui vont concerner tout ce qui va aujourd'hui toucher à la communication de manière générale, comme élaborer une stratégie numérique, développer votre activité grâce aux outils web, aux réseaux sociaux, tout ce qui va concerner aussi le management, notamment sur renforcer ses compétences managériales, notamment la mobilisation du CPF, etc. etc. Donc, autant de thématiques qui sont plébiscitées par les employeurs et notamment qui ont la casquette de dirigeants bénévoles sur lesquels on peut notamment les accompagner avec une prise en charge qui est d'ores et déjà faite par l'OPCO. La seule démarche que le dirigeant bénévole a à faire, c'est de s'inscrire sur les thématiques qui l'intéressent et à partir de là, le nécessaire est fait par nos services. J'ai parlé au niveau de l'offre de services des différentes thématiques qu'on peut porter en partenariat avec certains opérateurs du territoire. Donc, on a nos permanences individuelles employeurs sur lesquelles on reçoit en individuel les structures associatives, notamment pour discuter de tout ce qui va être stratégie au niveau de la formation professionnelle. On met en place des ateliers thématiques, notamment sur le CPF, qui est un des dispositifs qui est souvent sollicité au niveau des associations pour savoir comment ça fonctionne, comment on peut le mobiliser aujourd'hui, puisque cette compétence n'est plus rattachée à l'OPCO, mais elle est désormais rattachée à la Caisse des dépôts et des consignations. Sur l'élaboration du plan de développement de compétences, j'ai parlé aussi de la FEST. Donc, autant de dispositifs sur lesquels on a une politique d'information et pour lesquels, justement, nos adhérents peuvent venir s'informer et répondre à un certain nombre de leurs interrogations. On a à côté de cela les matinales RH qu'on met en place avec la PEC et la RACT. Donc, la PEC, c'est l'Agence pour l'emploi des cadres, et la RACT, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et vous voyez que là aussi, avec ces partenaires, on met en place un certain nombre d'ateliers sur des thématiques bien spécifiques, comme tout ce qui va concerner le recrutement, l'entretien professionnel, la reprise d'activité par rapport à la crise, etc., etc. Pour tout ce qui va être information pour les employeurs et les salariés, vous avez le site internet d'Uniformation, donc le www.uniformation.fr. Sur l'offre de formation clé en main que je vous ai présentée succinctement sur la slide, il y a 2 slides de cela, vous avez la possibilité de retrouver l'offre de formation sur le site, là aussi d'Uniformation. Donc, le catalogue 2021 n'est pas encore officiellement accessible sur le site puisqu'on est en train de faire la mise à jour de notre appel d'offres. Mais à partir du mois de janvier, normalement, vous devriez voir apparaître ces informations en ligne. Donc, ce qui vous permettra là aussi d'identifier les thématiques qui peuvent vous intéresser. Et si vous êtes adhérent à Uniformation, de pouvoir vous inscrire, notamment en tant que dirigeant bénévole. Je laisse les comptes de l'OCO de la délégation Martinique. Vous avez un numéro de téléphone, le 05 96 60 74 16. Et puis, vous avez notre adresse mail, martinique@uniformation.fr. J'en ai terminé pour ma présentation. Si jamais il y a des questions, je n'hésitez pas à me les poser. Je suis prêt à y répondre. Il y a une question sur un développement de sigle, mais je ne sais pas lequel. Donc, si la personne peut ouvrir son micro pour demander quelle était la question. Merci. Oui, il n'y a pas que l'OPCO, il y a le monsieur, désolé, il a donné tout un tas de sigles qui ne permettent pas de bien comprendre. Voilà. Alors, OPCO, c'est opérateur de compétences. Donc, en fait, vous avez peut-être connu l'ancienne appellation qui était OPCA, qui voulait dire organisme paritaire collecteur agréé. Donc, depuis la réforme de 2018,
Les OPCA qui étaient au nombre de 20 sont devenus OPCO, opérateurs de compétences. Ils sont aujourd'hui 11. Et sur ces 11 opérateurs, vous allez retrouver différents OPCO qui vont intervenir sur des champs d'intervention bien différents. Alors aujourd'hui, Uniformation et l'OPCO de la cohésion sociale. Donc, comme j'ai expliqué en début de présentation, on intervient sur un périmètre qui va concerner 90% le tissu associatif avec justement des branches bien spécifiques. Donc les employeurs qui relèvent du champ de l'animation, qui relèvent du champ de l'aide à domicile, qui relèvent notamment du champ de l'emploi et de l'insertion. Alors, je ne vais pas toutes les citer puisqu'il y a 22 branches, ça ferait peut-être un peu long. Donc chaque OPCO aujourd'hui, qui sont au nombre de 11, va intervenir dans un périmètre bien spécifique. Après, s'il y avait des questions particulières par rapport à d'autres sigles que j'ai peut-être énoncés, que je n'ai pas détaillés, n'hésitez pas à me le dire. Je peux reprendre s'il y avait un élément qui ne vous paraissait pas clair. Alors, comme on est un peu limité en temps, j'invite monsieur ou la personne à aller sur le stand d'Uniformation si elle a un peu plus de questions à poser. De la même manière qu'il y a d'autres opérateurs de compétences, hein, par exemple pour le sport, c'est l'AFDAS, qui offre également des offres de services. Je ne pense pas qu'il nous ait rejoint encore. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur stand. Dans le cadre du bénévolat, enfin des dirigeants associatifs, les opérateurs de compétences offrent aussi la possibilité d'avoir des formations pour les dirigeants associatifs et pas uniquement les salariés, hein, puisqu'on est vraiment sur cette thématique-là. Oui, d'où le fait qu'on ait rappelé que l'offre de formation clé en main est aussi accessible pour les dirigeants bénévoles avec toutes les thématiques que j'ai explicitées précédemment. Voilà. Merci bien. Il n'y a pas de quoi. On va passer au certificat de formation à la gestion associative, qui est aussi pour les bénévoles et les dirigeants associatifs une offre de formation possible. Donc, monsieur Conto, si vous voulez bien reprendre la main. Par contre, monsieur Laquitaine, il faudrait que vous quittiez votre écran. Ah, excusez-moi, je ferme, autant pour moi. Je fais le nécessaire. Bonjour à tous. Donc, en attendant que Fabien retire son partage d'écran pour que je puisse mettre le mien, donc nous allons parler du CFGA, le certificat de formation à la gestion associative, donc qui est au service des élus associatifs et qui est donc agréé par l'État, la DGSCS actuellement, et qui est réalisé par des organismes de formation comme par exemple les CMA en Martinique. Je partage mon écran maintenant. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit. Oui. Okay. Oui. Donc, CFGA, certificat de formation à la gestion associative. Donc, un certificat. Très rapidement, ce que nous allons voir, donc le CFGA, objectif, contenu, la formation pratique et bien entendu vos questions. Donc, je disais, le CFGA est un certificat reconnu, alors peu connu, mais reconnu et délivré par la ministère Jeunesse et Sport. Souvent, les gens ne le connaissent pas. Mais nous savons qu'en Martinique, nous avons un petit souci sur la qualification des élus associatifs, notamment en RH et en finance, mais pas seulement. Et donc, c'est un certificat qui mérite d'être connu parce qu'il permet à ceux qui l'ont suivi de maîtriser un certain nombre de concepts qui peuvent aider au développement de leur association. Donc, l'objectif général de l'association, je vous laisse lire, mais c'est effectivement l'acquisition de compétences permettant d'exercer ses responsabilités dans de bonnes conditions. Le déroulement de la formation, il se déroule en 35 heures, donc 35 heures de présentiel, mais aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour mettre en place des modules distanciels, donc pour ne pas forcément faire les 35 heures en présentiel, et une formation pratique de 20 jours en association. Donc, c'est-à-dire la mise en place pour la personne de rencontres sur une association. Donc, on va voir un petit peu le détail.
Et comme le disait M. Laquitaine tout à l'heure, dans le cadre d'une formation spécifique qui s'appelle « Optimiser la gestion comptable et financière des associations », nous faisons un complément de formation pour les gens qui ont suivi cette formation, puisque cette formation est tournée sur de la RH et de la finance, pour aborder les autres points du CFGA, pour que ces personnes donc, puissent acquérir le CFGA en ayant moins d'heures de formation, puisqu'ils ont déjà suivi, dans le cadre d'optimiser la gestion financière, des heures de formation. Et là, effectivement, c'est uniquement pour les gens qui auraient suivi la formation gestion associative. Sinon, effectivement, la formation fait 35 heures. Donc, deux objectifs principaux: acquérir une culture générale sur le monde associatif et acquérir des connaissances techniques pour développer le projet associatif. Donc, le CFGA se compose de 6 modules. On va détailler assez rapidement. Un premier module sur les principes fondamentaux de la loi 1901 en relation aux autres groupements. Donc, une présentation de la loi 1901 et puis une spécificité par rapport aux autres organisations, le projet associatif. Le module 2, l'évolution du monde associatif et de ses relations avec les pouvoirs publics. Donc là, on est sur de l'information un peu généraliste, une approche statistique, quel type de structuration du mouvement associatif, et puis les relations entre associations, collectivités et les différentes composantes de l'État dans une dynamique de développement durable. Donc là, ce module 1 et sur le module 2, on va dire, c'est de la culture un peu générale sur le monde associatif. Le module 3 et les suivants, on arrive sur de la compétence, acquérir de la compétence. Donc le premier est lié à l'organisation et à la gouvernance. Je ne fais pas forcément le détail. Vous pourrez trouver ça dans la présentation et puis on trouve ça aujourd'hui sur le site du stand. Nous avons mis le détail de cette présentation, donc vous pourrez les relire. Et donc, en quoi aujourd'hui il est important d'être compétent sur le fonctionnement statutaire de l'association. Le module 4, un module important sur les finances. Donc, comme je disais en introduction, souvent on s'aperçoit que malgré un projet associatif très dense, les finances ne suivent pas par manque d'activité, mais parce qu'on n'est pas attentif à un certain nombre d'éléments. Et donc là, on revoit les éléments comptables de base, les éléments d'un rapport annuel, la comptabilité, les demandes de subventions, les différents types de financement. Le module 5 est lui sur la compétence ressources humaines, parce qu'effectivement, dans une association, on a de la ressource humaine bénévole, mais également de la ressource humaine salariée. Et donc, il est nécessaire qu'on accompagne ces deux types de ressources humaines dans le développement de l'association. Donc, on a un certain nombre de contenus sur les implications de la fonction employeur, le droit des bénévoles, les différentes de statuts, les différents types de responsabilités, et puis une autre thématique sur recrutement et fidélisation des bénévoles. Le dernier module, donc là, on est bien sur la spécificité associative avec le projet associatif, puisque du coup, c'est un angle particulier que nous devons développer dans les associations. Donc, comment, aujourd'hui, on peut mettre en place un projet associatif en développement d'activités, en réfléchissant au milieu dans lequel nous sommes, donc la communication, élaborer un projet, le suivre financièrement et puis bien sûr l'évaluer. Voilà, c'était la présentation théorique de la formation. Donc 35 heures, assez dense, mais donc on va essayer de proposer des modules en visio et des enregistrements vidéo pour que les personnes puissent regarder à des heures différentes pour ne pas les bloquer. Enfin, la deuxième partie de la formation qui est très importante, c'est la formation pratique. Donc, elle consiste en une expérience pratique qu'on va réaliser en simultané de la formation. Donc, on ne fait pas la formation pratique d'abord, puis la formation théorique, puis la formation pratique. Mais on fait les deux en même temps pour qu'il y ait du sens et je vois quelque chose qui me questionne en formation pratique, je vais l'interroger en formation théorique et essayer de trouver les réponses. Donc, c'est l'équivalent de 20 jours effectifs dans des situations réelles où je suis dans l'association qui m'accueille. Alors, ça peut être ma propre association, mais ça peut être une association que je découvre. Bien sûr, une association déclarée, hein, pas une association de fait, mais une association déclarée.
Dans cette association, les formateurs de la formation théorique rendront visite pour, bien entendu, suivre un petit peu ce qui se passe. Alors, pas 50 visites, mais au moins une. Un tuteur sera choisi pour faire l'interface entre l'association et la personne qui vient en formation. Bien sûr, le tuteur doit être quelqu'un d'expérimenté, ce n'est pas un jeune qui arrive sur l'association. Et puis donc, quelques éléments à traiter au cours de la formation pratique. Une vision globale de l'ensemble de l'association pour qu'ils puissent se faire une idée et poser des questions. Une rencontre avec les différents responsables par rapport à leur rôle et puis conduire un projet, participer à des réunions statutaires, suivre la gestion associative, administrative et financière pour avoir des éléments de regard par rapport à la formation théorique suivie. La démarche de la formation, bien sûr, s'appuie sur les acquis des stagiaires. On n'est pas sur de l'éducation nationale avec du cours descendant. Donc, il y a des présentations et des échanges, bien sûr, en fonction des expériences des personnes. Un livret de formation est remis à chaque stagiaire pour l'aider à compléter un petit peu ses besoins. Donc, et puis, un échange entre le responsable de la formation et sur le lieu de formation en pratique, le tuteur. Et donc, la formation est validée par, bien sûr, la présence au module théorique, la présence active, et puis la réalisation du stage pratique, le tuteur signant en fin de formation le fait que la personne ait bien suivi les 20 jours et a participé à un certain nombre de choses. Voilà, c'est une présentation rapide et synthétique. Je sais que le temps nous est compté. Je suis à votre disposition pour les questions. Alors, l'organisme des CMEA est agréé par la DGSCS pour dispenser cette formation CFGA. Plusieurs possibilités sont actuellement en train d'être réfléchies. Il y aura le CRIB, le Centre de ressources et d'information des bénévoles, qui est porté par le CETOSMA, qui proposera très prochainement une formation à ce CFGA qui va s'ouvrir et qui sera un petit peu plus orienté peut-être aussi sur les jeunes, notamment en service civique, qui sont dans le sport et qui souhaiteraient aller un petit peu plus loin. Une autre action est possible aussi au travers des OPCO. Je sais qu'Uniformation le propose aussi, on est en train aussi d'y réfléchir. Comme l'a dit Monsieur Conto, il y a aussi une réflexion autour de l'aspect distanciel pour la formation en même temps que le présentiel pour faciliter un petit peu ces éléments. Moi, je vous invite véritablement à passer cette certification parce qu'elle est déjà, elle vous permettra de stabiliser un peu vos équipes et puis d'avoir une réflexion qui est plus large. On est aujourd'hui aussi sur la valorisation des bénévoles. Ça fait partie du portefeuille de compétences et ça me permet de faire une très bonne transition justement sur le compte engagement citoyen. Donc, merci à Frédéric pour son intervention. Je vais partager mon écran pour vous faire alors, c'est OK, tout le monde voit. Alors, un très court focus sur le compte engagement citoyen, parce que comme le temps nous est compté effectivement, l'objectif quand même, c'est de vous faire connaître ce dispositif. Il est assez récent, il n'est pas encore complètement finalisé, puisque aujourd'hui, on n'est que sur la partie collecte du temps, mais on n'est pas encore sur la partie proposition de formation. Pourquoi je vous dis ça? Il suit aussi la réforme de la formation qui a été mise en place il y a 2 ans. Et le compte engagement citoyen permet une reconnaissance de l'engagement bénévole de responsables associatifs. Donc, il permet de ce fait-là, sous certaines conditions d'éligibilité, de bénéficier de droits à la formation complémentaires qui seront crédités sur les nouveaux comptes personnels de formation. Je vous rappelle que maintenant, nous sommes tous sous le régime des comptes personnels de formation. Comment ça se passe? Qui sont les personnes qui sont éligibles? Alors, toutes les personnes qui sont sur l'aspect volontaire, donc service civique, réserve militaire,
les réserves civiles, civiques, réserves sanitaires, les maîtres d'apprentissage, les sapeurs-pompiers et bien évidemment les bénévoles. Donc, c'est sur ce focus-là que je vais aujourd'hui m'orienter. Je vous rappelle qu'on est aujourd'hui sur le 5 décembre, sur la journée mondiale du bénévolat. Donc, c'était important aussi qu'on fasse ce focus sur cet engagement bénévole au quotidien de personnes qui s'engagent sur un projet associatif au service de l'intérêt général. Le bénévolat associatif, autant le volontariat est comptabilisé un peu automatiquement. Hein, les jeunes qui sont volontaires en service civique voient directement leur CEC être crédité s'ils font bien leurs 6 mois d'engagement. Par contre, pour le bénévolat, on est sur un quota horaire. Donc, il s'adresse à tous les dirigeants ou les encadrants bénévoles. Alors, quand on parle d'encadrant, ce n'est pas de l'encadrement de groupe directement de public, c'est de l'encadrant d'encadrant. Pour l'instant, on en est encore à ce niveau-là. Je m'explicite. Si vous avez un bénévole qui encadre un groupe de jeunes, par exemple sur une pratique, il n'est pas considéré comme étant éligible. Par contre, vous avez un responsable dans le cadre de votre organisation qui s'occupe des encadrants qui vont être sur les différents groupes, lui, il est éligible. Donc, on est vraiment pour l'instant sur la notion plutôt d'encadrant et de dirigeant. Voilà. J'espère que c'est à peu près lisible, compréhensible. Et il faut qu'ils aient consacré dans une année civile 200 heures dans une ou plusieurs associations d'intérêt général qui ont elles-mêmes 3 ans d'existence. D'accord? Donc, on est sur un format de 200 heures. Les associations doivent avoir plus de 3 ans et il faut au moins valider 100 heures dans une même association. Cette validation, elle se fait par le biais d'une plateforme, c'est-à-dire que le bénévole va s'inscrire sur une plateforme et les associations doivent également, au sein de leur structuration, désigner un valideur qui pourra valider officiellement sur une plateforme les heures de crédit des dirigeants et encadrants bénévoles. Le compte engagement citoyen, de ce fait-là, permet de créditer en euros votre compte professionnel de formation. C'est-à-dire que je crois que c'est l'équivalent de 240 €. Et l'avantage, c'est que de ce fait-là, après, en tant qu'individu, je l'utilise pour ce que je veux. Exemple, on sait très bien que est possible d'être financé pour des personnes qui en ont véritablement le besoin dans le cadre d'une pratique professionnelle. Le permis de conduire, les crédits peuvent être utilisés aussi pour ça, pour le code de la route. C'est tout à fait éligible. Donc, on n'est pas obligé de le réinvestir sur la vie associative. On peut le réinvestir aussi sur son aspect professionnel en tant que tel. L'avantage aussi, c'est que la deuxième phase, qui n'est pas encore totalement opérationnelle, mais sur laquelle le ministère est en train de travailler, c'est qu'il sera ouvert également un catalogue de formation beaucoup plus large que celui qui est peut-être proposé aujourd'hui et qui permettra aux dirigeants associatifs d'utiliser leur compte engagement pour ces formations et du coup continuer leur montée en compétences. Pour avoir plus d'informations, je vous invite, il y a 2 sites. Le site de la DGSCS sur lequel on a un onglet sur le compte engagement citoyen et surtout sur les procédures de plateforme pour s'inscrire en tant que bénévole et s'inscrire aussi en tant que valideur. Pour les associations, si vous voulez faire bénéficier de cette valorisation-là auprès de vos bénévoles et dirigeants, il faut que vous, dans le cadre de votre compte association, vous ayez désigné un valideur. Donc, toutes les procédures sont expliquées sur le site de la DGSCS Martinique et sur le site aussi association.gouv.fr, où vous pourrez télécharger aussi la plaquette explicative qui reprend vraiment de manière plus complète ce que je viens de vous expliquer très rapidement et qui également vous donne accès à des tutos pour expliquer la manière de faire.
Voilà très rapidement les éléments sur le compte engagement citoyen. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose sur lequel il faut communiquer beaucoup plus pour que vous puissiez valoriser vos bénévoles. Tout le monde, en général, dans les associations, la difficulté, c'est oui, mais mes bénévoles sont très volatiles ou bien il faut du coup que vous puissiez mettre en place au travers de tous les éléments qu'on vient de vous expliciter, que ce soit sur les éléments de formation, les éléments de valorisation ou les éléments de modalités pratiques que vous a expliqué Madame Rosado dans sa première intervention. Ce sont ces éléments-là qui vont vous permettre de conforter aussi vos bénévoles et qui vont permettre de les accompagner aussi dans leur pratique bénévole pour qu'elles puissent être reconnues dans leur engagement. Je vais laisser... alors, est-ce qu'il y a des questions ? Non, pas de questions sur ces éléments-là. On a été assez clair. Alors, je vais laisser la parole du coup à Monsieur Clément Marie pour la dernière intervention qui porte sur la médaille de la jeunesse des sports et de l'engagement associatif. Il ne faut pas l'oublier. Monsieur Marie, je vous laisse la parole pour expliquer la médaille et la manière de valoriser aussi par ce biais-là les bénévoles. J'ai envie de dire qu'après tout ce que j'ai entendu, toute cette richesse que j'ai découvert en tant que bénévole depuis tant d'années, je suis vraiment content de pouvoir dire que après avoir présenté tout ce qu'on peut mettre à la disposition du bénévole, qu'il y a aussi les moyens de récompenser le bénévole. Voilà ce que j'ai, comme ça que j'ai envie d'introduire. Donc, bon, ce que je voulais vous dire. Alors, j'interviens en tant que président du comité des médaillés de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif, comme l'a dit tout à l'heure Mme Renaud Uti. Le mouvement, donc, la FEDE a été créé en 1936, donc pour récompenser les bénévoles, et en 1956, en Martinique, on a vu donc naître l'association qui a, qui s'est créée pour pouvoir récompenser les médaillés, les bénévoles qui œuvraient pour le sport, etc. À partir de 1955, alors pourquoi je dis 56 et 55, on a découvert qu'il y avait des médailles de bronze de l'éducation physique et des sports qui étaient décernées donc, à des sportifs qui faisaient du volley, du handball, enfin, je dirais des disciplines qui étaient très cotées donc, dans le temps. Je te vois tout à l'heure. Et cela jusqu'à diplôme donc, de médaille de bronze de l'éducation physique et des sports jusqu'en 1970. Et à partir de 1970 est née la médaille de bronze et d'argent ministérielle. Et en 1971 est née la médaille d'or ministérielle. Alors, entre-temps, il faut que je vous dise que l'appellation qui a été ajoutée donc, concernant et engagement associatif, elle est intervenue par le ministère en 2013. En 2013, le ministère a pensé qu'il ne fallait pas seulement récompenser les médaillés, les bénévoles qui étaient des sportifs, mais aussi récompenser tous ceux qui étaient bénévoles dans le secteur associatif. Et c'est pour cela que nous avons donc, on a ajouté donc à la médaille ministérielle bronze, argent et or et de l'engagement associatif. Aujourd'hui, on a recensé donc par un travail qui a été fait par le comité des médaillés en faisant une classification des médailles, des lettres de félicitations des deux. Il y avait 2 promotions qui étaient récompensées dans le temps. Il faut que je vous dise que l'association a vécu jusqu'en les années 60 et elle a été en sommeil et elle a été réveillée donc, en 1986 par M. Labridi, qui était aussi un athlète
et aujourd'hui qui a été M. Labridi, M. Nordin Félix a succédé à M. Labridi et je suis président de ce comité depuis 2013. Pour revenir donc à cette médaille de bronze et d'argent, nous sommes environ entre 850 et 860, je dirais, distinctions remises depuis 1955. Et nous avons un quota d'environ de médailles d'or qui doit tourner aux environs de... On n'a pas encore fait les 2 dernières promotions, hein, avec tout ce qui se passe en Martinique. Monsieur le préfet n'a pas encore fait la remise des 2 promotions. On va tourner aux environs de 48, 49 médailles à peu près d'or. Et puis, on a le décompte en médailles d'argent et de médailles de bronze. Donc, ça, c'était pour la partie ministérielle, Fédération française des médailles de la jeunesse et des sports. Aussi, fait des actions bien précises. Nous avons, dans le cadre de la journée du bénévolat, puisque nous sommes en plein dedans, puisque nous récompensons les bénévoles qui sont choisis par des clubs sportifs dans plusieurs disciplines différentes. Ça peut être dans le secteur associatif, ça peut être dans plusieurs secteurs différents. Nous récompensons des bénévoles avec un plateau et un diplôme à chaque année lors de notre Assemblée générale qui a lieu le dernier samedi du mois de janvier. Et nous récompensons une dizaine de bénévoles. Nous les mettons à l'honneur. Cette remise est faite sur le plan national au mois de décembre, novembre-décembre, mais nous préférons faire ça lors de l'Assemblée générale. Et ça a beaucoup plus de cachet. Et ça vient accompagner la médaille ministérielle. Et je peux même dire devancer des fois des futures médailles de bronze et médailles d'argent ensuite. Alors, pour terminer, je voudrais dire que l'obtention de la médaille ministérielle, elle est remise après 6 ans de bénévolat. Donc, il faut que le bénévole ait donc pratiqué 6 années de bénévolat dans une discipline, dans un secteur particulier. Pour avoir la médaille d'argent, il faut qu'il ait une pratique de 4 ans supplémentaires, éventuellement avec une autre activité supplémentaire. Et pour avoir la médaille d'or, il faut encore avoir 5 ans, toujours en continuant d'être en activité. Donc, un cursus, grosso modo, de 15 ans pour avoir la médaille d'or. Voilà, grosso modo, je pense tout ce qu'on pourrait dire concernant la médaille ministérielle. Et j'invite tous ceux qui sont dans le secteur associatif je dirais, m'envoyer des futurs bénévoles qui pourraient être récompensés. Et en ce qui concerne la médaille ministérielle, on a reçu donc cette semaine de la DGSCS la demande pour la promotion 14 juillet 2021. Donc, les associations sont déjà au courant et vont envoyer, donc, qui sont sélectionnés par le biais d'une commission qui a été nommée par arrêté préfectoral avec comme membre monsieur le préfet, madame la directrice de la jeunesse et des sports, monsieur Privat et le président du comité des médaillés que je suis. Donc, et c'est grâce à cette fonction que je suis devenu président du CETOS. Voilà, j'ai dit, j'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il n'y a plus de parole. Ça ne parle plus, je ne vous entends plus. Madame Brenotte. On aurait dit que Madame Brenotte était déconnectée. Je vois que Madame Brenotte nous a quittés, Clément. Madame Brenotte nous a quittés, Monsieur Conto des CMR. Peut-être que si vous avez des questions pour Monsieur Clément ou d'autres intervenants, vous pouvez les poser maintenant ou sur les stands des différentes structures. Sinon, nous pouvons peut-être nous en arrêter là. Je sais qu'il y a d'autres, Madame Brenotte a dû partir sur d'autres conférences, donc peut-être que nous pouvons nous arrêter là, sauf si vous avez des questions pour Madame Rosado ou pour d'autres intervenants. Juste 2 secondes. J'espère quand même que
que ça vous a éclairé, parce que c'est bien effectivement qu'on connaît des bénévoles, mais savoir que les bénévoles effectivement sont récompensés pour leurs actions et le mode, la manière dont ils sont récompensés, je pense que arriver en fait de cette visio, pour moi c'était nécessaire et important. Madame Renaud est revenue, je la vois à ma droite. Ben, Madame Renaud, j'ai terminé ma présentation et puis. Votre micro est coupé, Madame Renaud. Merci. Non, je m'étais juste éclipsée. Merci pour votre intervention. Je m'étais juste éclipsée dans une autre salle pour aller lancer la conférence sur les fédérations. Donc voilà, c'est pour ça que je m'étais éclipsée quelques minutes. Bien, ben, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux différentes interventions que vous venez d'avoir? Je ne vois pas de questions. Alors, Madame Renaud, je voulais juste vous dire, oui. Je ne serai peut-être pas là à 12 heures, mais je voulais quand même, étant donné que par le biais du CRIB, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le CETOSPA est partenaire de cette opération, le salon des associations que nous avions, vous et moi, sollicité faire en présentiel, vous vous souvenez, donc il y a déjà 2 ans, je crois, oui. et finalement, qui se fait en virtuel. Moi, je voulais vous remercier pour votre engagement et tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez donné pour la réalisation de cette, je dirais, organisation. Et merci. Et sachez que le président du CETOSPA que je suis sera toujours à vos côtés dans le cadre de ce genre d'intervention. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, Monsieur Marie. Vous savez que c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Oui. On fait association aussi les uns avec les autres pour réussir. Je vais juste conclure sur Voilà, je vais juste conclure sur ce temps de parole-là, puisqu'il n'y a pas de questions. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à aller sur les autres salons qui sont en train de s'ouvrir. Actuellement, on a sur le projet associatif par la DGSCS également et les fédérations têtes de réseau qui sont en train de tourner. On retrouve Brigitte Rosado tout à l'heure sur la notion d'intérêt général et on vous invite tous à venir à midi pour la clôture. Ce ne sera pas une intervention longue, ce sera juste pour que tous ensemble nous puissions nous dire au revoir et nous féliciter de ce premier salon qui est une belle réussite. Merci à tous et à tout à l'heure. Au revoir.